1944. C'est la guerre. La France est occupée par les Allemands. Les Français qui résistent attendent jour après jour, rivés à leur poste de radio, les messages de la BBC. Chaque message contient un espoir de libération. En Bretagne, à Ploua, on écoute. Je répète, bonjour tout le monde à la maison d'Alphonse. Bonjour tout le monde à la maison d'Alphonse. Ce message déclenche l'opération Bonaparte. De la falaise, qui surplombe la plage par de longues nuits noires de 1944, un homme signale à une corvette anglaise la lettre B. B pour Bonaparte. Des chaloupes avec des rames enveloppées de linge pour éviter le bruit viennent chercher des aviateurs. Les hommes descendent en file indienne une falaise élevée et abrupte. Ils ont peur, tout peut arriver. La falaise est minée, les patrouilles allemandes surveillent. Les aviateurs parcourent en silence les derniers pas qui les mènent à la liberté. Quand ils s'embarquent dans les chaloupes, pour le réseau Shelburne, c'est une mission accomplie. La mission exacte était de récupérer les aviateurs alliés qui étaient abattus en France, de les récupérer là où ils se trouvaient et de les acheminer éventuellement en Bretagne, d'où ils partaient pour l'Angleterre, en vedette rapide. Raymond Labrosse, 65 ans, et Lucien Dumais, 80, se retrouvent sur la plage Bonaparte en Bretagne. En 1944, ils y ont travaillé comme agents secrets du MI9, le département 900 du service d'intelligence britannique. Leur mission est de créer un réseau d'évasion d'aviateurs, le réseau Shelburne. 40 ans ont passé. Aujourd'hui, des monuments consacrent cette plage, haut lieu de la résistance française. Ça prend une paire de fous et d'imbéciles pour aller faire un truc pareil. Faut vraiment pas avoir envie de vivre, parce que c'est dangereux, puis on le sait. « 1940. La France est envahie par Hitler. C'est le début d'une cruelle occupation ennemie. Le 18 juin, depuis Londres, le général de Gaulle fait un appel à tous les Français. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Les avions anglais et américains bombardent les bases navales et sous-marines allemandes installées sur la côte française. Les attaques aériennes s'intensifient sur l'ensemble des bases militaires allemandes réparties sur tout le territoire occupé. Plusieurs centaines d'avions sont abattus et les Alliés subissent de lourds. À partir de 1942, on essaie tant bien que mal de récupérer ces aviateurs. Il faut 2 ans et au moins 30 000 $ pour former un pilote de chasse. C'est long et coûteux. Le service d'intelligence britannique assume la mission de récupérer ces aviateurs. La mission est compliquée, difficile et dangereuse. Comme il faut de bons agents qui peuvent plus facilement que d'autres personnifier des Français, on fait appel à des Canadiens français. On était des étrangers avec un accent plus ou moins prononcé et ne connaissant pas les coutumes du pays, donc on pouvait assez facilement être repéré. Il fallait ensuite de ça contacter des gens qui, eux, étaient peut-être contaminés et qui nous amèneraient évidemment à la police allemande, s'entend. Et à ce moment-là, on passait au four, quoi. On se faisait un petit peu malmener et jusqu'à temps qu'on soit bien mort, il ne nous aura pas lâchés. D'autres réseaux ont existé avant Shelburne. Leurs succès sont mitigés. Ils réussissent l'évasion de centaines d'aviateurs, mais ils sont infiltrés par des collaborateurs et décimés par les SS. Tous les deux avaient utilisé ces chaînes d'évasion pour retourner en Angleterre. Depuis longtemps, Londres voit les avantages de traverser la Manche plutôt que les Pyrénées. Dumais et Labrosse se portent volontaires pour créer un réseau d'évasion par mer. Lorsque j'ai rencontré Dumais, j'ai pensé que 2 Canadiens constitueraient une... Puis nous étions tous les deux très anxieux de partir sur cette aventure-là. À Londres, on leur fabrique de toutes pièces une identité française. Le chef du réseau, Lucien Dumais, s'appelle désormais Lucien Desbiens à Paris et Léon en Bretagne.
Le commandant second et opérateur de radio, Raymond Labrosse, s'appelle Marcel ou Claude, selon qu'il est à Paris ou à Ploua. Quand ils partent en mission, ces agents secrets savent qu'ils n'ont qu'une chance sur deux de revenir vivants. Ils sont la cible unique, sinon privilégiée de la Gestapo, qui fait tout pour anéantir les filières d'évasion. Au moment de partir pour la France, on vous remettait d'abord une pilule. Puis on disait, tu n'auras pas besoin de ça. Mais si toutefois tu te fais capturer pour la Gestapo et si tu te fais torturer, mais tu peux toujours prendre cette petite pilule et puis il n'y aurait plus de problème après ça. Alors, en novembre 1943, un avion vient les déposer en pleine nuit au milieu d'un champ. Leur première destination, Paris, le point de rencontre de tous les aviateurs alliés qui ont été abattus et qui cherchent un réseau d'évasion. On a pu filmer des aviateurs qui déambulent presque de manière nonchalante dans Paris en attendant leur départ pour la Bretagne. Paris est une forteresse de l'occupation nazie, tout particulièrement la grande avenue Foch. À Paris, on ne pouvait pas faire plus de 150 ou 200 mètres sans se trouver devant un bâtiment où étaient les Allemands. Ils étaient omniprésents. Mais il n'y avait pas que les Gestapo. Il y avait aussi les services d'espionnage et de contre-espionnage de l'armée, l'Abwehr, qui donnaient une chasse extrêmement vigoureuse et importante à ces fameux réseaux d'évasion. Jacques Delarue, policier à la retraite et ancien résistant, est l'auteur de l'histoire de la Gestapo. Qu'est-ce qu'on craignait de la Gestapo? On craignait d'être arrêté, ce qui pouvait signifier d'abord d'être torturé, deuxièmement d'être déporté, et troisièmement la possibilité aussi d'être fusillé. Tout ça, c'était des perspectives peu alléchantes. 40 ans plus tard, ils reviennent à Paris, chacun dans le quartier et sur les lieux où ils ont bâti le réseau Shelburne. Raymond Labrosse, dont le métier d'emprunt était vendeur de porcelaine, habitait près de la gare Paris-Pajol, d'où il émettait souvent ses messages vers Londres. Lucien Dumais avait choisi d'habiter à l'autre bout de Paris, dans le quartier chic de la Tour Eiffel. Il personnifiait un entrepreneur de pompes funèbres. Parce qu'il était toujours bien habillé et qu'il avait beaucoup d'argent, certains le pensaient même trafiquant sur le marché noir. La gare Maine-Montparnasse est le point de départ des aviateurs vers la Bretagne, donc un lieu névralgique pour le réseau Shelburne. Alors, donc, le réseau a commencé avec nous deux et nous avons donc choisi le personnel pour le faire marcher. Dans la plus grande clandestinité. Dans la plus grande clandestinité. Une fois que le réseau était bien mis sur pied, il s'agissait pour Lucien, évidemment, de surveiller la bonne marche du réseau. De mon côté, je m'occupais des communications. Et le réseau Shelburne, avec tous les éléments de chance en sa faveur, a réussi à marcher comme sur les roulettes. Les aviateurs étaient considérés comme des colis, des paquets à livrer. Comme ils ne parlent pas français, il leur faut des anges gardiens. C'est pourquoi des convoyeurs les accompagnent dans les trains bondés d'Allemands. René Loiseau a été convoyeur pour le réseau Shelburne. Ce sont des colis encombrants, des garçons qui généralement avaient un air d'ailleurs. On voyait bien qu'ils n'étaient pas des gens de chez nous, puisqu'on arrive à les reconnaître facilement. On était habitués. Les aviateurs étaient habillés avec les moyens du bord, ne parlaient pas notre langue, ne la comprenaient pas. Et c'est quand même un groupe de jeunes qui déambulent, enfin, qui va d'un point à un autre. Or, les jeunes, il n'y en avait pas tellement en groupe à cette époque-là. Et en plus, c'était sous les yeux des Allemands, sur les trains. Voilà, dans les trains, il y a pas mal d'Allemands. La Bretagne, avec ses centaines de kilomètres de côte, est une zone interdite, d'où la difficulté pour les aviateurs de passer à travers les contrôles d'identité. Malgré cela, Londres choisit la plage de L'Anse-Cochat, à Ploua, pour mener l'opération Bonaparte. La plage est assez facile d'accès par mer. La traversée de la Manche entre Bonaparte et Dartmouth se fait en une seule nuit et la falaise permet de faire des signaux sans qu'ils soient captés par les Allemands. L'opération demeure risquée. De Bretagne, la distance est favorable à l'émission de messages radio vers Londres. Aucun réseau ne peut fonctionner sans radio. Les Allemands auraient donné cher pour un opérateur radio et ses codes. L'opérateur doit transmettre ses messages dans un minimum de temps. Plus on était important, plus ils voulaient savoir ce que nous savions, évidemment. Alors que vous soyez un Canadien travaillant pour l'intelligence service, et vous aurez sorti les tripes du corps pour savoir tout ce que vous aviez appris.
Et il aurait voulu vous faire parler sur Londres, ce qui s'était passé et le reste. Dans les côtes du Nord, la résistance a subi de durs coups. On estime à 1500 les résistants qui ont été torturés, fusillés, brûlés et dont on a retrouvé les corps mutilés dans les charniers. Les aviateurs ont passé des jours et des semaines cachés à attendre en silence leur départ pour l'Angleterre. Des familles bretonnes les ont hébergés, nourris et habillés avec tous les risques d'être arrêtés par la Gestapo. Ces logeuses sont réunies à la maison de Marie-Thérèse Le Calvet, une héroïne du réseau Shelburne. L'opération Bonaparte n'aurait pas été possible sans la participation de nombreux résistants bretons. Quel risque cela représentait-il? Des gros risques, évidemment, puisque si on avait été dénoncé, on était certainement déporté ou fusillé, quoi. Quand le soir, vers 9h, 9h15, l'annonceur de la BBC disait « Bonsoir, tout le monde à la maison d'Alphonse, l'opération Bonaparte était déclenchée. » Alors, les aviateurs hébergés dans toutes les fermes de la région étaient rassemblés ici. Vous, qu'est-ce que vous faisiez Alors là-dedans? moi, je descendais avec eux, puis je remontais à une place que j'avais déjà choisie à l'avance pour faire des signaux pour le bateau avec ma lampe. Job Mingui, qui avait 40 ans à l'époque, était le bras droit de Léon et Claude en Bretagne. Il a participé à toutes les opérations et pour lui, ce dernier kilomètre entre la maison d'Alphonse et la plage est de loin le plus dangereux. Si c'était des basses mers, il fallait faire un long parcours sur le sable pour aller à la rencontre des embarcations. Alors on entrait dans l'eau jusqu'au ventre, on attrapait les embarcations, on les maintenait à flot. Et les Anglais étaient là, certains quelquefois avaient la figure noircie, ils étaient là et leur mitraillette. On donnait le mot de passe, le mot de passe était Dinan-Saint-Brieuc. Alors eux disaient Dinan-Saint-Brieuc et nous aussi. Et c'est comme ça qu'on savait que c'était vraiment des Anglais qui avaient là, parce que ça aurait pu très bien aussi être des Allemands, on ne sait jamais. Et alors, on embarquait les aviateurs et on prenait les valises d'armes et de munitions qu'ils nous envoyaient à chaque fois. Sur la plage Bonaparte, entre les mois de janvier et août 1944, 8 opérations ont permis l'évasion de 135 aviateurs et agents alliés qui ont pu regagner l'Angleterre par la Manche. Le MI9, le service d'intelligence britannique, est plus que satisfait du réseau Shelburne qui a pu accomplir toutes les opérations sans être démantelé par la Gestapo. On se sentait en sécurité avec ce personnel canadien. Pourquoi? Parce qu'on sentait que c'était sérieux, c'était bien organisé. Et que représentaient Léon et Claude pour vous? Léon et Claude pour nous, c'était eux quand même les chefs. Vous étiez des étrangers. Comment réussissiez-vous donc à obtenir leur confiance? Parce qu'ils savaient que c'était sérieux, que nous avions Londres derrière nous, nous avions les communications, nous avions l'argent, les provisions pour leur permettre de travailler. Il y avait la menace des collaborateurs, donc des Français, qui pouvaient vous dénoncer. Ça vous a fait poser des gestes? Oui, des Français qui n'étaient pas mêlés au réseau, on les éliminait, on les éloignait, si c'était pas pro-allemand. Et si c'était des pro-allemands et qui risquaient de vous dénoncer. De dénoncer, eh bien, il y avait une solution, c'est la mort, une balle à la tête et enterré. Est-ce que vous avez été obligé de faire ça vous-même? Oui. Dumay était un fonceur. Brave. Dur. Mais avec vraie juste raison, parce que pendant cette guerre, il fallait se méfier de tout le monde, il fallait être dur envers soi-même et dur envers les autres, pour éviter les fuites. Claude était, comment dirais-je, n'avait pas le même travail, mais il avait autant de dangers, sinon plus, avec ses postes émetteurs. Il n'avait pas le même caractère. C'était un homme souple, gentil et très capable dans son métier. Mais les deux hommes se complétaient parfaitement. Et grâce à eux, je peux dire que le réseau Shelburne a fait un travail magnifique. Yves Le Picard est président des réseaux de renseignement et d'évasion des Côtes-du-Nord. En 1944, il était chef d'un réseau de renseignement. C'est peut-être des réseaux d'évasion, je dis bien des réseaux d'évasion, celui qui a le mieux réussi, tout au moins dans les Côtes-du-Nord. Parce qu'il a effectué un magnifique travail
fait passer en Angleterre 135 aviateurs alliés sans aucune perte. On ne peut pas faire mieux. C'est parfait. Et je dis merci. Pendant ce temps, en Bourgogne, comme ailleurs en France, une guerre clandestine se déroule. C'est la résistance armée. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Depuis 1940, la France subit l'occupation allemande. Des Français combattent de l'intérieur pour libérer leur pays, pour chasser l'envahisseur. Des milliers d'hommes qui ne veulent pas être déportés dans les camps de travail en Allemagne se cachent dans les bois et les montagnes et forment des maquis. Ils choisissent de prendre les armes pour se battre face à face avec l'ennemi. Souvent, ils ne sont pas de taille et subissent de dures défaites sanglantes. Ils résistent toujours, ils ont de l'espoir. 1944, les Alliés se préparent à débarquer en France, ça ne fait plus aucun doute. Mais il leur faut compter sur les forces françaises de l'intérieur en les utilisant au maximum pour nuire à l'ennemi. C'est pourquoi le Bureau des opérations spéciales du War Office britannique, le SOE, envoie dans la bataille des soldats sans uniforme, des agents secrets. Parmi eux, des Canadiens français comme Guy Dartois. C'est-à-dire à ce moment, qui était, n'est-ce pas, du 29 avril, après tous les coups qu'on était obligés de subir, c'était de parachuter en France, en arrière des lignes de l'ennemi et des foutre en l'air. Dans la nuit du 27 avril 1944, c'est dans ce champ de Mont-Cortevex, près de Charolles, que le major Guy Dartois est parachuté. Sa mission, préparer le débarquement tant attendu des Alliés, mais pas seul, avec les jeunes Français du maquis. Les combats, les sabotages devront empêcher l'ennemi de remonter vers les plages de Normandie. Le nom de code de Guy Dartois, Dieudonné. Mais ici, on le baptisera très rapidement Michel le Canadien. La première chose, c'était d'unir les Français ensemble, d'en faire des troupes entraînées qui connaissent nos armes à nous, parce que c'est des armes anglaises et américaines. Alors, c'était de leur enseigner d'abord comment s'en servir, et c'est d'avoir leur volonté après de pouvoir jouer ensemble, hein, pour se protéger d'abord, jusqu'à temps, n'est-ce pas, que le jour D, le débarquement, soit en marche. Michel le Canadien réunit dans une même troupe de combattants les maquis des cantons voisins de Charolles. Son champ d'action, en plein centre de la France, en Bourgogne, est grand comme la région des cantons de l'Est au Québec. Son bataillon est le premier du Charolais. 800 hommes qu'il faut cacher dans les fermes, nourrir et préparer au combat. Les maquisards ont besoin d'armes, Londres en fournit. Des aviateurs risquent leur vie en venant au-dessus de la France pour parachuter les armes, les munitions et les explosifs dont ils ont besoin. Encore faut-il leur montrer à les utiliser. Les agents du SOE sont justement là pour ça. Instructeurs, ils enseignent aux maquisards le maniement des mitrailleuses et des grenades. Les maquisards apprennent aussi comment placer les explosifs pour faire sauter un train ou une gare, un pont, une route, enfin tout ce qui peut nuire aux Allemands. René Fléchard était chef d'un maquis et un homme de confiance de Michel le Canadien. Il se rappelle le message de la BBC annonçant le débarquement. Les 14 terrassiers sont à la terrasse de la Reine. Les hommes jubilent, c'est la joie dans le bataillon à l'idée de se battre. La libération est proche. On était content de pouvoir prendre des armes pour pouvoir se délivrer. Il y a longtemps qu'on attendait ça et il y a longtemps qu'on était très satisfait d'avoir Michel pour nous donner des ordres. Michel, c'était notre commandant. C'était lui le seul à qui j'acceptais des ordres. La vie dans le maquis est difficile. Les hommes se cachent par petits groupes dans les bois et les fermes. Ça dure des mois et des années. Le ravitaillement clandestin de centaines d'hommes ainsi cachés, alors que tout est rationné et que les routes sont surveillées, relève de l'exploit. Les maquisards risquent toujours d'être dénoncés par les collaborateurs, ces Français qui ont accepté la défaite et se sont rangés du côté du vainqueur. Avant l'arrivée des agents du SOE comme Michel, les maquis n'ont pas assez d'armes, pas assez de moyens et pas de chef. Les maquisards, mal entraînés et mal armés, ne peuvent vaincre l'armée allemande. 40 ans plus tard, des maquisards qui ont combattu sous les ordres de Michel sont réunis dans cette ferme où René Fléchard a eu son premier maquis. C'est surtout, on était très très jeunes, hein, on ne savait rien faire, nous, on ne savait rien. Le premier soir qu'on m'a mis une mitraillette dans les mains,
On m'a fait voir, puis c'est tout. Mon instruction militaire s'est passée en 5 minutes, même pas, c'est tout. Il nous avait fait guider là pour les explosifs déjà, il nous avait donné pas mal d'idées. Et alors ce qu'il avait amené, ce qui manquait beaucoup dans les maquis, c'était la discipline. Il a amené une discipline pire pour le régiment, certainement, en n'ont pas eu. Il nous regardait même nos godasses pour voir s'il ne manquait pas des clous. Ça, c'était signé Michel. C'est un meneur d'homme. Quand on partait avec lui faire du sabotage, ben on était rassurés, on savait qu'il y avait quelqu'un. On avait confiance. On confiance en lui. Ancien résistant, André Jarreau a été décoré par Winston Churchill comme un héros de guerre. Président national de la Résistance, il est en mesure d'apprécier le travail des agents du SOE. Le rôle de Michel a été un rôle tout à fait dans le Charolais, tout à fait exceptionnel. Il a attiré à lui des hommes et des femmes de toutes conditions. Et comment? Eh bien, parce qu'ils apportaient dans leurs valises de quoi se battre. Ils apportaient l'espoir, ils apportaient les armes, on pouvait lutter à armes égales, tandis qu'avant l'arrivée de ces hommes, nous luttions sans avoir les moyens. Ils nous ont apporté l'espoir et les moyens. En France seulement, le SOE envoie 480 agents, dont 28 Canadiens. Le SOE a été créé en 1940 pour nuire aux troupes allemandes en les empêchant de se défendre contre les Alliés. Churchill avait donné l'ordre d'enflammer l'Europe. Pour cela, il faut mener contre l'ennemi une guerre clandestine, une véritable guérilla. Les agents du SOE mettent sur pied des équipes de renseignement pour connaître dans les moindres détails les mouvements de troupes allemandes, l'importance de leurs unités, la description de leurs installations. Le sabotage, c'est l'arme par excellence, c'est une priorité absolue. Les cibles majeures, les trains blindés, les gares, les voies ferrées. Les agents du SOE exécutent les ordres d'hommes comme Sir Douglas Dodds Parker, qui se rappelle avoir discuté avec le général Vanier le recrutement d'agents canadiens-français. I looked around and said, where can we get some more French speakers who could go into France? And obviously General Vanier, as the colonel of the Vendus, was an obvious person who might get some. And so he did. So he did. Plusieurs Canadiens français ont été membres du SOE. Dès 1943, Gabriel Chartrand est parachuté dans la région de Tours. Pierre Meunier, major dans l'armée canadienne et spécialiste du sabotage, est parachuté en 1944 dans le sud-ouest. Paul-Émile Labelle est parachuté en juin 1943. Décoré pour ses exploits, le major Labelle a dirigé un combat de 450 maquisards contre 1200 Allemands, attaque qui fit déguerpir les Allemands. Sir Douglas Dodds Parker était son commandant à Alger. Ils se revoient pour la première fois depuis la guerre. You remember him? Yes. No. Je pense qu'on donnait à peu près 50% aux agents de revenir. Vivants. Alors, les gars tranquilles, qui savent se protéger, qui n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient dû faire, peut-être, sont revenus. Ceux qui méritent vraiment notre respect, notre admiration, c'est ceux de nos camarades qui ont été pendus avec des fils de fer ou qui ont été accrochés à des crochets de boucher dans des camps de concentration. Ceux-là méritent qu'on s'incline profondément. La torture et une mort presque certaine attendaient les agents du SOE. Comme des héros inconnus, 8 agents canadiens seraient morts torturés puis exécutés. Parmi eux, le Canadien français Guy Biellaire. Guy Biellaire, après avoir subi les atrocités au camp de Flossenburg, après de longs mois à subir la torture, refuse toujours de parler. En septembre 1944, moribond, il est conduit au peloton d'exécution où une garde d'honneur SS le fusille. La population était terrorisée par la présence allemande, les collaborateurs et surtout la police française qui travaille à la solde des Allemands. C'était la peur d'être dénoncé, la peur d'être pris en otage parce que les Allemands se vengeaient toujours des actions des résistants, de ceux qu'ils appelaient les terroristes. Vous allez tuer un officier allemand, il pouvait arrêter
les 200 premiers piétons entre telle rue et telle rue les fusillaient sur place. Alors, ce qui arrivait, c'est que les Allemands jouaient là-dessus et on disait, ben, c'est vos amis, les Anglais, les Alliés, qui provoquent ces incidents. Après le débarquement du 6 juin 1944, de véritables batailles de tranchées s'engagent jusqu'au mois de septembre. Les maquisards, qui livrent des combats mieux organisés, mieux préparés, font de plus en plus de prisonniers. C'est le début de la déroute allemande. Le sabotage d'un train en route vers le front est ce qui démoralise le plus les Allemands, qui perdent des centaines d'hommes et de l'équipement militaire, sans compter qu'ils ne peuvent plus servir de renfort. Pour Michel le Canadien et ses hommes, l'attaque d'un train figure parmi les cibles les plus importantes. La méthode consiste à placer les explosifs à l'avant et à l'arrière du train pour l'immobiliser. Eux, évidemment, ils ont des mitrailleuses sur le haut des wagons. Ils vont ouvrir le feu à droite et à gauche, mais ils ne nous voient pas parce qu'on est cachés. Alors, où la nuit? Donc, ils vont débarquer pour voir les dommages, qu'est-ce qu'on peut faire, ou eux peuvent faire, et c'est là qu'on ouvre le feu sur eux. Cette fois-là, les hommes de Michel ont capturé 472 prisonniers allemands qu'ils ont confiés à l'armée secrète française. C'est un fait d'armes majeur du maquis de Silla. Une attaque sera efficace dans la mesure où les maquisards sont bien renseignés sur leur cible. Ce n'est pas toujours le cas. Il est arrivé que des maquisards, en nombre insuffisant pour attaquer, y laissent leur vie. Comment vous êtes-vous imposé comme chef de ce bataillon? Je ne suis pas imposé comme chef. C'est eux qui m'ont fait un chef d'abord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas là pour me faire appeler le chef. Hein. Mais vous aviez quelque chose pour vous... C'est-à-dire, j'avais le contrôle. Vous aviez l'argent? Ben, j'avais l'argent, j'avais les vies, les munitions, les explosifs et tout ce que vous voulez avoir. Guy Dartois, Canadien-Français, et Sonia Tony Bott, Britannique, se rencontrent lors de l'entraînement du SOE en Écosse. Ils se marient juste avant de partir en mission. C'est une erreur. Ce mariage les empêche d'être parachutés ensemble en France. Il aurait été trop facile pour les Allemands de les torturer l'un en face de l'autre. Les risques étaient trop grands. Tous les deux, agents secrets, décorés pour leurs exploits, ils forment un couple peu ordinaire. Quelle qualité ça prend pour réussir une mission comme celle que vous avez? Les qualités, d'abord, il faut être un aventurier. Parce qu'avant de partir, si on est pris, on sait qu'on est capote. Alors, si j'ai réussi, c'est parce que j'étais chanceux. Pas parce que j'étais plus intelligent que l'autre. Parce que j'ai été chanceux. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. La réalité est cruelle. Des milliers d'hommes et de femmes sont morts au combat de la résistance. Ils se sont tous battus pour la liberté. Le rôle des agents secrets du SOE a été déterminant, même si parfois ils ont été durement critiqués. Mais vous avez fait tuer des tas de Français. C'est vrai, malheureusement, mais des tas, si c'est peut-être quelques centaines qui ont été pris des fois par de la négligence ou des erreurs, c'est toujours beaucoup. Une vie humaine, ça a son prix, ça n'a pas de prix. Mais si ça a pu aider à sauver des milliers de soldats et des milliers d'aviateurs ou des milliers d'avions qui coûtaient des sommes considérables. Et des milliers de civils, de femmes et enfants. Des milliers de civils en France aussi. Je voudrais surtout rester avec l'impression et la certitude que nous avions accompli un peu quelque chose de valeur. How do you assess the work done by the French Canadians in the resistance? Do you think their role was valuable? From all I heard, they were first class.